Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 22h45 à 19h avec Joseph Confavreux de la rédaction de Mediapart. Nous parlerons de l'Irak, de l'État islamique et des filières djihadistes françaises. Ça sera de 19h à 20h avec un journaliste et un chercheur. Et puis à 20h30 avec Edoui Plenel à mes côtés, nous parlerons évidemment de ce qui s'est passé il y a 15 jours maintenant. Nous nous étions rassemblés ici dans cette rédaction de Mediapart. Nous avions fait une veillée, c'était le mercredi 7 janvier, une veillée pour les amis morts. Des morts, vous le savez, il y en a eu d'autres, 2 jours plus tard. Et puis cette immense marche, la marche républicaine à Paris et dans toutes les villes de province en France, c'était il y a 10 jours. Donc avec Edoui Plenel, d'abord nous parlerons de nos libertés. Est-ce qu'un Patriot Act à la française est envisageable? Ça sera la première partie du débat. Et puis nous chercherons à comprendre, nous chercherons à trouver du sens, un sens, avec de grands intellectuels. Ça sera à partir de 21h30 jusqu'à 22h30, 22h45. D'habitude, cette émission, l'émission de 18h, s'intitule Retour sur nos enquêtes, retour sur les enquêtes de la rédaction de Mediapart. Aujourd'hui, ce n'est pas une enquête, c'est plutôt une compilation d'articles, de reportages et aussi d'enquêtes. C'est ce livre qui s'intitule « Qu'ont-ils fait de nos espoirs ? Faits et gestes de la présidence Hollande, décryptage au jour le jour d'un stupéfiant reniement ». Le mot important, évidemment, c'est celui de reniement. Ce livre est publié aux éditions Don Quichotte et il est en librairie aujourd'hui même. Pour en parler, 4 journalistes de Mediapart. Sophie Dufaux, vous êtes à la rédaction en chef et l'un des maîtres d'œuvre donc de cet ouvrage. Mathilde Mathieu, bonsoir. Vous vous occupez d'enquête et des problèmes de transparence en particulier. Donc on fera un bilan avec vous de ça. Mathieu Magnodex, bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez de l'exécutif, de la politique à Mediapart, mais surtout de l'exécutif. Laurent Mauduit, des questions économiques et sociales. Sophie, on connaissait les 2 volumes consacrés à la présidence Sarkozy. Ils sont à côté de moi. Que s'est-il passé depuis le 7 mai 2007 et puis l'implacable inventaire? Le volume 2 s'intitulait, en gros, ça suffit comme ça, il faut qu'il parte. Là, est-ce que c'est exactement la reproduction pour cette moitié de quinquennat de François Hollande, puisque nous sommes exactement à 2 ans et demi de l'exercice du pouvoir? En fait, c'est le même. C'est pas la reproduction, c'est pas la même présidence, donc c'est pas la reproduction, mais c'est la même. Sur le fond, c'est la même chose. À savoir que Mediapart a enquêté et a travaillé sur la présidence de Hollande comme elle l'a fait sur la présidence de Nicolas Sarkozy. Et donc, on refait le même genre d'ouvrage avec une compilation d'articles, des articles inédits dedans, ce qu'on appelle des transversales, qui sont des articles plus synthétiques, une grande chronologie qui, presque au jour le jour, rappelle toutes les dates et tous les actes qui ont été faits. Mais c'est le même traitement parce que, finalement, on travaille de la même façon et ça nous permet en fait, quand on fait comme ça ces ouvrages-là, de voir qu'il y a une espèce de permanence dans l'exercice du pouvoir, que la Ve République, elle a quand même des invariants et que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, on retrouve aussi les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et tout compte fait de faire comme ça cette compilation sous la même forme et avec la même rigueur permet de montrer quand même des choses. Des constances et des invariants. Mais en même temps, le second volume des années Sarkozy, il s'intitulait « Finissons-en ». Oui. Et on sait très bien que Mediapart n'avait soutenu personne, parce que ça serait faux de le dire, à l'élection à la présidentielle de 2012, mais qu'en revanche, l'orientation anti-sarkozyste, disons, du journal, « Finissons-en », c'est suffisamment clair. Donc là, de quoi s'agit-il? Est-ce que François Hollande était le candidat de Mediapart à la présidentielle? Non, pas du tout. Non. Quand il fait nos espoirs, en fait, en lisant le livre, on se rend compte, parce qu'il a été fait aussi comme ça, il y a les politiques publiques, et dans ce livre, il y a aussi beaucoup de reportages qu'on a fait sur le terrain. Et de reportages de Rachida, juste après l'annonce de la fermeture de PSA, au bonnet rouge aussi, le combat des licenciels. On a repris beaucoup de reportages comme ça, et on se rend compte, en fait, en alternant un peu ces différentes formes d'articles, qu'en fait, au fur et à mesure
que la présidence Hollande se déroulait, les espoirs de la société, des gens qui avaient voté en fait pour Hollande, ou des gens qui avaient espéré justement en finir avec une présidence autoritaire et déconnectée du réel qui était celle de Sarkozy, et bien là se retrouvent à la fois déçus. Alors, ce qui est surprenant quand on reprend l'ouvrage comme ça au jour d'aujourd'hui, c'est que d'abord, il se termine, on l'a achevé d'écrire, hein, il est parti à l'imprimerie au 1er décembre. La dernière date, c'est Hollande est au plus bas dans les sondages, Nicolas Sarkozy est élu président de l'UMP, et Marine Le Pen est réélue présidente du Front National. Là maintenant, tout a été bouleversé. Et ce livre, en fait, il permet de comprendre au regard de ce qui s'est passé effectivement il y a 15 jours et la grande marche républicaine il y a 10 jours, l'espoir qu'il y a encore, l'espoir qui n'a pas été tenu en fait pendant cette première partie du quinquennat, et tout ce qu'il y a à reconstruire en dehors des problèmes économiques, où là on touche vraiment le social, et dans ce livre-là on voit justement apparaître cette question sociale en fait qui a été complètement oubliée dans la première partie du quinquennat. Et on voit aussi, parce qu'il y a plusieurs articles qui ont été, puis il y a même un article de synthèse, le Hollande, chef des armées, les 3 guerres engagées, ce qui est aussi quand même en écho à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est revisiter la première partie du quinquennat, même aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, on est presque, on va en parler toute la soirée, on le dira mieux et autrement, mais on est presque dans un moment de seconde chance. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à faire, à saisir. C'est-à-dire que les événements ont été tellement tragiques, tellement dramatiques, et que la réaction a été si forte qu'on voit bien que l'attente est à nouveau considérable. Que ça ne veut pas dire qu'on a oublié la déception, le reniement, pour employer un mot qu'emploie souvent Laurent Mauduit, mais que là, voilà, l'attente est nouveau. Et l'attente est d'autant plus forte que pendant quand même une moitié de quinquennat, beaucoup de personnes, avec ne serait-ce que si on prend l'ANI, il y a un reportage qui est très, très intéressant dans le livre, où quelqu'un se rend compte au mois de mai que l'ANI est passée en janvier et qu'en fait ils sont concernés. Et il dit mais j'ai pas été manifesté, je l'ai pas vu passer cette loi, je l'ai pas vu, j'ai pas compris qu'on était concerné à ce point-là. Donc c'est ça aussi qu'on voit, et c'est ça qu'il va falloir remonter aussi. Il n'y a pas que les attentats de Paris, il y a aussi tout ça qu'il va falloir remonter aussi. Alors Laurent, bien sûr, un mot sur à mon avis l'ambition du livre, parce que je rebondis sur le mot de reniement que j'emploie, c'est vrai, souvent, mais qui est aussi l'une des trames du livre. Que vous avez mis en couverture, oui, alors, stupéfiant reniement. Alors, ce que dit Sophie est vrai. On écrit le livre collectivement, c'est une recension du travail de Mediapart, une mise en forme, fait dans un contexte qui n'est plus exactement celui d'aujourd'hui. Hein. Mais je trouve qu'il y a, et du coup, je trouve que ce livre, il n'y a pas d'effet de déphasage. Je trouve qu'il a une très forte utilité. Pour quelle raison ? C'est qu'on sent bien dans le pays, ça a été ce qu'a manifesté cette marche républicaine, une sorte d'envie formidable de sursaut. Et donc je trouve que c'est comme ça qu'il faut lire le livre. Oui, quand on lit le livre, quand on fait la séquence méticuleuse, et je pense qu'on va l'adresser ici ensemble rapidement, de ces 2 ans et demi, il y a un aspect dépressif. Tellement l'espoir qui s'est manifesté à la mi-2012 a été bafoué dans plein de domaines, la politique économique et sociale, l'aspiration démocratique. Et donc, le fait d'avoir la mémoire longue, de bien souvenir, d'exercer ce devoir de mémoire, permet de cerner sur quoi le sursaut pourrait se manifester. Un aspect dépressif, et puis l'impression que la politique n'était plus au premier plan, qu'on ne parlait plus politique, que le gouvernement ne faisait plus politique. On nous parlait impératif économique, gestion, seuil des 3%, ceci, cela. Et on avait le droit de ne parler que de ça. Et parler d'autre chose, on était taxé, de démagogues, de rêveurs, etc. On a l'impression que là, la demande est forte. Mais au cœur de ce qu'on a vécu, il y a l'envie formidable de dessiner un autre horizon, donc reparler de l'élection de l'égalité, de politique économique et sociale plus généreuse, dessiner un autre horizon, dessiner un espoir. Et je pense que le fait de lire l'aspect très dépressif des politiques qui ont été conduites donne forme en pointillé à ce que pourrait être l'espoir. Alors, un point de calendrier, justement, parce qu'il y a un premier article sur la passation de pouvoir, et voilà, François Hollande est président de la République, et il y a 2 mots qui sont
sont assez amusants, c'est ennui revigorant. Je crois que c'est Stéphane Aliès et Lénaïque Brodou qui signent ce papier. Comment passe-t-on de l'ennui revigorant, on voit bien par rapport à quoi? Par rapport à Sarkozy, à la présidence Sarkozy, à l'agitation, à la mise en spectacle, ennui revigorant. Et un article de vous, Laurent Mauduit, en juillet, là nous sommes en juillet 2012, où vous dites en gros, ben voilà, la révolution fiscale qu'on nous avait promise, cette révolution fiscale n'aura pas lieu. Oui, enfin, je pense que c'est l'effet de sidération qu'on a tous vécu, chacun dans les domaines qu'on a chroniqués. C'est, comment dire, même dans d'autres époques où la gauche a conduit des politiques, a dérivé par rapport à son ambition, il y a toujours eu, moi c'est le souvenir que j'ai de ma jeunesse de journaliste, des phases d'espoir ou des contrepoints. Un Bérégovoy, malgré tout, parlait à son camp et faisait des petites mesures d'équilibrage. Là, si on se souvient bien de la séquence, d'entrée de jeu, ça commence par quoi? Fin juin 2012, un coup de pouce totalement dérisoire au SMIC et le début de la politique budgétaire d'austérité. Et ça commence dès le 10 juillet 2012 par la mise en place de ce qui sera le cœur de la politique économique et sociale. D'abord le choc de compétitivité, donc qui est la conférence sociale de l'époque, et ensuite ce qui donnera lieu au pacte de soi-disant de croissance, hein, c'est-à-dire en fait le transfert des ménages vers les entreprises pour un montant de plus de 40 milliards d'euros. Voilà, donc je trouve que l'effet de sidération, et ensuite qu'on a chroniqué, en tout cas là je parle de la politique économique et sociale, très méthodiquement, ça a été de but en blanc, non pas un abandon des promesses, mais ça a été, et on a du mal au début à le chroniquer, ou en tout cas à en prendre la perception, une politique, en fait la politique du camp d'en face. Il n'y a pas eu de changement. En tout cas, pour les grandes mesures. C'était ça, je trouve. Ensuite, on peut le décliner point par point dans la politique en faveur des entreprises, dans la politique fiscale. Le rêve fiscal, le grand rêve d'une révolution fiscale a été tout de suite abandonné, parce que Jean-Marc Ayrault n'a même pas fait mention de la réforme fiscale dans sa déclaration de politique générale à la fin du mois, je parle sous le contrôle de Mathieu, à la fin du mois de juin 2012. Voilà, donc c'est pour moi l'effet le plus marquant, et c'est ça que la sélection d'articles remis en scène dans le livre, c'est ça que l'on chronique, c'est en fait progressivement la mise en place d'une politique. Moi je fais une erreur, et elle est encore consigne dans le livre, je fais vers le 10 juillet, je pense, dans la suite de la conférence sociale, un article titré sur une politique sociale libérale. On l'écrit dans de Mediapart dès juillet 2012. Et en fait, c'est une erreur de diagnostic, parce que c'est le regard que j'ai. Et si on prend bien la chronique qu'on a dressée, ce n'est pas social-libéral. Il n'y a pas tellement de contrepoints sociaux dans les politiques. Politique néolibérale. Et je me dis que petit à petit, c'est ça qui prend forme, et c'est ça qui, à nos yeux, devient transparent. Mathieu Magnodex, est-ce que ce déroulé, là, quand on regarde les différentes dates et l'évolution de la politique du gouvernement, c'est presque aussi un sentiment de disparition de la gauche, c'est-à-dire qu'on va arriver au changement de Premier ministre, aux frondeurs, l'été dernier, au départ du gouvernement de Montebourg, Hamon, Filippetti, la nomination de Manuel Valls, mais on a l'impression, et ça explique aussi la dépression dont parle Laurent, qu'en fait la gauche au pouvoir est dans un phénomène d'autodissolution. Oui, peut-être qu'avant de parler de la dissolution de la gauche, il y a en effet de la dissolution d'une certaine façon des alliances telles qu'elles s'étaient construites avant que François Hollande arrive au pouvoir. C'est peut-être la dissolution d'une certaine façon de faire de la politique ou de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, François Hollande est arrivé au pouvoir finalement, nous parlons d'espoir, mais François Hollande n'avait pas promis tant que ça, d'une certaine façon. Il y avait une sorte de malentendu dès le départ. Le slogan, c'est « le changement, c'est maintenant ». C'est donc un immense espoir de changement. Et maintenant, hein, on a publié, il y a une photo dans un diaporama il y a quelques jours où il y a des salariés, enfin c'est à Montbéliard, hein, c'est ça, où il y a des gens qui disent maintenant c'est quand, quoi, voilà, et on est toujours sur cette question-là depuis 2 ans. Donc il y avait ce slogan-là, et en même temps il y avait 60 propositions qui étaient comme ça, qui n'étaient déjà pas si ambitieuses que ça. En tout cas, il y avait des propositions évidemment très importantes, hein, notamment là, on a parlé de la réforme fiscale, il y en a d'autres, mais en fait tout ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, quand on interroge des gens proches de François Hollande, ils disent regardez, on a fait pas mal de ces 60 engagements, et même des blogs hein, là-dessus, etc. C'est vrai, mais à chaque fois, souvent, c'est
un tiers, la moitié de la réforme. Par exemple, la réforme bancaire, Laurent va peut-être en reparler, c'est vraiment... C'est 2%. C'est voilà, bon, c'est 2% de fait des activités concernées, donc c'est encore moins. Mais à chaque fois, voilà, donc les choses ont été abordées. Et c'est vrai que, par exemple, au Parlement, les gens travaillent beaucoup, il se fait beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses qui se font. Et à chaque fois, on en ressort en disant bon, qu'est-ce qui s'est passé vraiment par rapport aux engagements. Donc c'est toujours cette espèce de hiatus-là. Et je dirais, quand je parle de dissolution de la politique, c'est parce que déjà, François Hollande a accepté de se fondre complètement dans les institutions de la Ve République. Et se fondre dans les institutions de la Ve République, c'est se fondre dans le présidentialisme, pas trop dans son aspect autoritaire. Bon, peut-être que les événements dans les prochains jours nous donneront absolument tort de ce point de vue-là. Peut-être qu'en fait, si, on va avoir une politique très autoritaire après les attentats. On ne se dirige pas a priori vers ça. Donc c'est pas tant ça qu'il a complètement accepté finalement cette idée que voilà, je suis le président, donc je dois, voilà, finalement, du coup, tout le monde l'a regardé comme ce président qui devait être vraiment l'homme qui maîtrisait tout. Donc c'est un peu. Ça, Mathieu, est-ce que c'est pas la contradiction de départ? C'est-à-dire que si on se souvient de l'anaphore, la fameuse anaphore du débat présidentiel, moi, président de la République, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il endosse le rôle totalement, et qu'en même temps, il se fait élire sur une promesse non dite que tout le monde comprend parfaitement, et c'est quand même pour ça qu'il gagne l'élection, et de justesse, c'est qu'il n'est pas Nicolas Sarkozy. C'est qu'il n'est pas Nicolas Sarkozy, exactement. C'est ce qu'il est dit, répété pendant toute la campagne. Mais il se retrouve quand même dans un piège. Et d'ailleurs, le piège est aujourd'hui en train quelquefois maintenant de se retransformer, parce qu'en fait, là, les circonstances extérieures lui ont donné l'occasion d'agir en président, enfin. Et donc, quelque part, c'est ça qui fait que tout le monde se dit peut-être qu'il y a une nouvelle donne, parce que dans ce système extrêmement présidentialiste, il faut d'abord prouver qu'on est un président et qu'on agit en président pour pouvoir faire quelque chose. Et comme François Hollande est en plus parti avec l'idée qu'il avait été élu de justesse, du coup, il a toujours dit il ne faut pas que je clive, il faut que j'apaise, etc. Donc, la dissolution de la politique. C'est aussi, finalement, le fait qu'il y a tout de suite une confiance, ou en tout cas un manque de défiance, je dirais, par rapport à ce qu'on appelle globalement la technostructure, extrêmement variée, etc. Mais il faut savoir que le PS arrive au pouvoir avec 10 ans d'opposition. Les cabinets, les ministères, la haute administration a été vraiment, pour le coup, rempli de gens proches du pouvoir précédent et de Nicolas Sarkozy. Il y a peu d'alliés, finalement, au sein de l'administration. Et donc, au lieu d'essayer de produire, alors c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce qu'il faut du temps. Donc vous regardez la composition des cabinets. On peut regarder la composition des cabinets au départ. Et en fait, vous voyez un système de reproduction. Exactement. Donc ce sont des énarques, ce sont des gens qui ont été dans les cabinets ministériels entre 1997 et 2002, et donc c'est les mêmes qui étaient déjà pas toujours très audacieux avec 10 ans ou 15 ans ou 10 ans de plus. Donc bon ben voilà, hein, ils sont devenus plus. Et donc c'est des profils peu de femmes, par exemple pour diriger les cabinets. C'est peu de profils issus de la diversité. C'est d'ailleurs pareil au Parlement. Hein. On a vu, il y a 10 ou 11 parlementaires, députés issus de la diversité. Et donc, et là, par exemple, c'est évidemment typique par rapport à Bercy, par rapport à la technostructure de Bercy, puisque c'est à chaque fois, on a vécu, et finalement, il y avait cette forme de lassitude et de dépression dont tu parlais, Laurent, c'est exactement ça. C'est-à-dire à chaque fois, on vivait le même scénario. C'est-à-dire, on annonce quelque chose, les lobbies manifestent, et les lobbies et la technostructure sont d'accord pour finalement dire que ça ne va pas, qu'on ne peut pas le faire, et ben ça s'arrête, François Hollande recule. Finalement, les 2 ans et demi, c'était toujours l'histoire d'un recul jusqu'à présent. À chaque fois, on avait le sentiment qu'il y avait un reniement permanent. C'est pour ça que, évidemment, on parle de reniement. C'était exactement toujours la même histoire, en fait, qui se reproduisait. Et tout ça, finalement, aboutit sur qui finalement le recul ou l'absence de politique par excellence, qui est le refus de remettre en cause la politique européenne. C'est-à-dire qu'il est aussi élu sur l'idée de remettre en cause le traité européen, les 3%. Finalement, il n'a jamais vraiment mené cette bataille, préférant toujours dire qu'il allait la mener en coulisses, etc. Alors là encore, l'histoire n'est pas terminée. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne, ce qui se passe peut-être lui donnera raison à la fin. Mais entre-temps, du coup, c'est beaucoup de déceptions et beaucoup de gens qui ont dit en fait, il ne fait rien. Et puis il y a autre chose, et évidemment, et Mediapart est aussi un acteur de cette affaire, c'est l'affaire Cahuzac. Et là, on se dit, mais encore la reproduction, c'est-à-dire que la rupture promis, je ne suis pas Sarkozy, je ne me conduirai pas comme Sarkozy, là, Mathilde Mathieu a l'impression que c'est presque pire. C'est-à-dire que c'est un ministre, on n'a pas besoin de rappeler l'affaire, qui en plus ment, il ment à tout le monde, il ment à la représentation nationale. Et là, d'un point
point de vue politique, c'est absolument calamiteux. Là, il y aura eu un avant et un après pour le coup. Ah oui, ce qui est terrible pour François Hollande, c'est qu'il a promis une République exemplaire, c'est sa promesse de campagne. Et si on fait le bilan depuis 2 ans et demi, il y a 6 démissions majeures, à la fois du gouvernement et de l'Élysée, puisque, si on compte bien, il y a 4 ministres, donc dans l'ordre Cahuzac d'abord, mais ensuite Yamina Benguigui, si vous vous souvenez bien, qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel aujourd'hui parce qu'elle a omis de déclarer des avoirs qu'elle possédait en Belgique dans sa déclaration de patrimoine. Il y a Thomas Thévenoud, dont tout le monde se souvient qu'il n'a pas déclaré ses impôts. Et puis il y a plus récemment Kader Arif, qui est soupçonné d'avoir favorisé l'entreprise de son frère pour un contrat de son ministère. Ça fait donc 4. Plus, il faut ajouter, je pense, 2 démissions de conseillers très proches de Hollande à l'Élysée, donc Aquilino Morel, sa plume, qui mélangeait l'argent de l'Élysée et son train de vie personnel, et puis surtout qui avait des contrats avec des labos pharmaceutiques à l'époque où il était à l'inspection générale des affaires sociales, beau symbole. Et puis, plus récemment, Fawzi Lamdaoui, qui était le conseiller égalité, diversité du président et qui a lui aussi été poussé à la démission il est renvoyé devant le tribunal pour abus de biens sociaux. Donc ça fait beaucoup d'affaires. Plus au fond que sous Nicolas Sarkozy. Mais alors il y a quand même une deuxième manière de compter, si on veut être plus gentil avec François Hollande, parce que est-ce qu'il y a plus de gens corrompus au sens large du terme dans l'entourage du président que sous son prédécesseur, ou est-ce qu'il a mis en place des dispositifs qui ont permis de les repérer et qui les ont poussés à la démission? Et donc si on veut être tout à fait juste, Thomas Thévenoud démissionne parce que François Hollande a mis en place la Haute Autorité pour la transparence et qu'il y a des vérifications fiscales qui sont entreprises et qu'on se rend compte qu'il ne paye pas ses impôts. Dans le même ordre d'idées, Yamina Benguigui démissionne parce qu'elle a omis des choses dans sa déclaration de patrimoine. Là aussi, c'est la HAT qui le repère. Et puis, on pourrait même dire au fond que Kader Arif et Fawzi Lamdaoui, ils sont poussés à la démission parce que le parquet a pu agir de manière indépendante, mener ses enquêtes préliminaires et renvoyer devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait de consigne. On pourrait dire, en étant indulgent dans cette hypothèse, que Hollande est victime de sa propre combativité sur la question, en fait. On pourrait le dire, en tout cas, pour partie. Voilà. Après, il y a une autre manière de faire un inventaire qui est toute bête. Mathieu disait à l'instant que dans les 60 promesses, il n'y avait déjà pas grand-chose. Mais enfin, il y avait quand même 3 promesses pour la République exemplaire. Il y avait « Je réformerai le statut pénal du chef de l'État ». C'est pas fait, c'est pas prévu. À ma connaissance, il n'y a aucun texte qui a même été rédigé là-dessus. Je garantirai l'indépendance de la justice et de tous les magistrats. Donc, je disais à l'instant que c'est vrai, il y a théoriquement plus de consignes individuelles de la garde des Sceaux dans les dossiers vis-à-vis des procureurs. Mais il y a le texte qui était censé réformer le Conseil supérieur de la magistrature, lui donner plus d'indépendance, donner plus d'indépendance aux procureurs. Il est aujourd'hui en carafe, il a besoin de 3/5 des parlementaires. Probablement que François Hollande ne l'aura pas. Il pourrait passer par un référendum. Il n'est pas parti sur cette voie-là. Donc ça, on bat aussi. Il y en avait une 3e quand même, et ça, il l'a fait. C'était quand même le minimum. Je porterai la durée d'inéligibilité des élus condamnés pour corruption à 10 ans. Ça a été fait. Ça a été fait dans les lois post-Cahuzac. Donc ça fait 1 sur 3. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. Le bilan est maigre. Et puis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ces lois sur la transparence de la fin 2013, elles n'existent au fond que parce que l'affaire Cahuzac a forcé François Hollande à prendre des mesures. Au fond, il les prend au forceps, contraint, presque malgré lui. Les mesures de la fin 2013 qui créent la Haute Autorité pour la transparence, elles n'étaient pas annoncées, pas prévues. Et puis on pourrait même dire que quand il fait une intervention télévisée juste après la démission de Cahuzac, il annonce 2 choses qui ne sont pas faites ou pas complètement faites aujourd'hui. La publication des patrimoines des parlementaires, des déclarations de patrimoine, elles ne seront pas publiées, elles seront consultables en préfecture. Bon. Et si nous, on diffuse des informations, on sera condamnés, elles doivent rester secrètes. Et puis, il annonçait aussi l'impossibilité pour des élus condamnés pour corruption de se représenter à une élection.
Ça, il ne l'a pas fait non plus. Mais en même temps, j'ai envie de me tourner vers Laurent Bauduit en me disant, finalement, est-ce que le formidable trompe-l'œil, que évidemment il a initié lui-même, hein, c'est bien évident, puisque c'est lui qui le prononce, le discours, et qui doit l'écrire en partie, est-ce que ce n'est pas le Bourget? Parce qu'il y a le Bourget où tout d'un coup, tout le monde s'exclame, il a fendu l'armure, il a renversé la table, on va lutter contre la finance, l'étoffe des rêves, enfin que sais-je. Il y a une espèce de lyrisme comme ça, de gauche, anti-monde de la finance qui s'exprime. Il y a ce moment-là de la campagne qui est très important parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se cristallise. Mais du coup, tous les reproches que vous lui faites, en particulier sur la réforme bancaire, justement sur le côté frauduleux, etc., eh bien, ça vient de là. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas là le grand malentendu aussi? Il y a deux gestes très très forts qui entretiennent ce malentendu. Il y a le discours du Bourget, donc mon adversaire, c'est la finance, ce qui induit une réflexion, un espoir, pas seulement contre les banques, mais d'une autre politique. Et puis, il y a une autre proposition qu'il veut très radicale, qui est le taux de taxation à 75% des plus hautes fortunes. Bon. Alors, je trouve que Mathilde a raison, il faut rentrer dans la complexité et donc avoir un bilan honnête. Mais on a peut-être chacun notre perception des choses, c'est ça aussi la force d'une rédaction, et puis chacun, en fonction du prisme de lecture que l'on a, compte tenu de ce que l'on chronique, on a aussi une vision des choses qui peut être différente. Et donc c'est vrai que si on prend mon adversaire, c'est la finance, le constat que l'on peut en dresser est beaucoup plus systématique que celui que fait Mathilde. Pour quelle raison? Parce que d'abord, l'espoir, là, très concrètement, qu'il lève, c'est remettre les banques au pas. Et quand il fait cette promesse, on est toujours en pleine crise financière et bancaire. Or, on sait ce que donnera la réforme. Dérisoire, j'ai dit 3% de la promesse, c'est même pas ça, puisqu'il y a à peu près 0,5% du bilan des banques. L'ambition, c'était de faire une partition entre les activités commerciales classiques, de financement de l'économie et l'aspect spéculatif. Il y a juste 0,5% qui est mis de côté. Mais c'est pas seulement ça, c'est que c'est aussi dans le regard qu'avait Mathieu des gens dans les cabinets, c'est aussi... on peut avoir un regard encore plus sévère parce que, est-ce qu'il n'y a pas eu, en tout cas c'est la chronique qu'en a tenue Mediapart, une sorte d'infiltration de la banque dans l'État et jusqu'au sommet de l'État. On l'a bien vu, je veux dire... Vous pensez à Emmanuel Macron? Pas seulement, pas seulement. Je veux dire, le conseiller économique, financement de l'économie de Jean-Marc Ayrault à Matignon vient de BPCE et quand il quitte Matignon, il retourne chez Natixis. Et évidemment, Emmanuel Macron, pourquoi? Et on l'a chroniqué très longuement dans Mediapart au fur et à mesure, parce que c'est le bras droit de Jacques Attali dans la commission Attali, celui qui fait les 316 propositions de réforme à connotation libérale ou très libérale sous Sarkozy, janvier 2008, et qui se retrouve conseiller de François Hollande, et ensuite... ministre de l'économie, et que fait-il? Il fait ce qui est au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, il remet dans un projet de loi une partie des propositions qu'il a élaborées sous Nicolas Sarkozy. Et donc le jugement que je porte est beaucoup plus net, tranché, sans nuance, parce que je pense que c'est comme ça que les choses se sont passées, c'est que les gens ont le sentiment que c'est en partie un personnel, oligarchique. Ce sont les mêmes qu'avant, y compris qui sont au poste de commande. Mais ce qui est terrible, là je me tourne vers Mathieu et Sophie, c'est que par exemple, la réforme Taubira, les lois Taubira, là on lui sait gré, c'est le côté on tient bon, on n'a pas cédé, y compris à la pression de la rue, et ça aussi c'était une promesse du candidat Hollande, ça ne sort pas de nulle part. Et en même temps, sur les reportages sur le terrain, ça revient de façon dépréciative, c'est-à-dire oui, vous avez tenu bon, vous l'avez fait, mais vous n'avez fait que cela, et nous, vous nous avez laissé totalement tomber. C'est quelque chose qui revient très souvent dans une grande diversité de reportages sur tout le territoire, et même dans des milieux sociaux différents. À part que ces milieux sociaux ont un plus petit dénominateur commun, c'est que c'est l'électorat de François Hollande. Donc il y a ça effectivement qui est sur tous les reportages autour du chômage, autour des licenciements et tout. Donc la gauche effectivement a mis le bordel avec la loi sur le mariage pour tous et tout, au lieu de s'occuper de nous. Mais même quand on voit, c'est un reportage de Rachida à Clermont-Ferrand, quand sur
les programmes sur l'égalité dans l'école scolaire, comment cette loi a été complètement déformée, incomprise. À un moment donné, il y a un recteur ou un inspecteur d'académie qui convoque les parents d'élèves responsables pour leur expliquer comment est-ce qu'on enseigne et que la loi sur le mariage pour tous n'intervient pas du tout dans les écoles et tout. Et les gens sont stupéfaits parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la loi comme ça. Et donc, c'est un inspecteur d'académie qui explique ça aux parents d'élèves. Donc, c'est ça qui était surprenant aussi. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de renoncements dans les réformes sociales qui auraient pu, on peut se dire, être plus simples à mettre en œuvre, comme le contrôle au faciès, très vite, ce qu'on appelait le récépissé que les forces de l'ordre auraient pu donner aux personnes qui contrôlaient tout ça, qui semblait pas être forcément très compliqué à mettre en place. Il n'en est plus question dès quand? Dès la rentrée 2012? Ah oui, dès très juillet-août 2012, c'est fini. Et après, Jean-Marc Ayrault revient derrière en disant qu'effectivement, ce n'était pas une bonne idée. Donc il y a quelques réformes comme ça qu'on voit apparaître et qui, en parlant du Bourget, on a repris dedans un article juste après les municipales. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a donc le remaniement ministériel, donc il y a des anciens des cabinets qui peuvent maintenant parler et tout. Et on a repris un article qui est titré Hollande a menti une fois, c'était lors du Bourget. Voilà. Donc les gens des cabinets savaient pertinemment, enfin leur analyse c'était que c'était le discours du Bourget. Je vous posais la question parce que ça doit être, je me souviens plus, il y a un an à peu près, on a reçu ici Jean-Christophe Cambadélis, à qui on a tenu à peu près ce langage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Laurent, mais Jean-Christophe Cambadélis nous a dit quoi, Hollande? Mais c'était clair qu'il allait respecter les directives européennes, les 3%, il l'a dit, il ne fallait pas s'attendre à autre chose, et c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste qui parle. Je dois dire, je l'avais écouté avec stupéfaction, mais lui, il avait l'air de considérer que tout ça n'était peut-être pas très clairement exprimé, mais que c'était absolument induit par la politique économique qu'on nous préparait. C'est peut-être clair, mais enfin, il y a quand même une primaire, et à la fin, il y avait évidemment deux options différentes entre Martine Aubry et François Hollande qui n'étaient pas d'accord sur, par exemple, à quel moment revenir aux 3%, sauf qu'à la fin, c'est quand même le candidat du Parti Socialiste et qu'on avait plutôt compris, mais peut-être était-ce une gigantesque ambiguïté et que cette campagne électorale n'était qu'une gigantesque ambiguïté avec juste un moment de clarté qui était celui du Bourget mais qui n'était pas destiné à être suivi des faits. On avait plutôt compris qu'il y aurait quand même une forme de discussion plus ou moins musclée avec la ligne tenue par Berlin. On avait quand même compris qu'il y avait une forme de discussion. Mais très vite, moi quelque chose, en discutant, là, il y a quelque chose qui me revient et que tout le monde avance tout le temps finalement sur le renoncement dont tu parles, Laurent, en matière économique. C'est que, financière, ce gouvernement arrive et très vite, l'argument qu'on entend, qu'on a toujours entendu depuis, qu'on entend toujours, c'est de dire les taux d'intérêt de la France devaient rester bas. Aujourd'hui, ils sont très bas. Regardez, on fait ce qu'on veut. Et c'est à chaque fois quand la discussion s'arrête souvent là. Voilà. Donc en fait, on part de ça. On part plutôt que d'essayer de dire on va un peu transformer le réel, quoi. Peut-être qu'on peut pas tout faire, mais peut-être on part d'abord de ce constat. Donc il faut tout faire pour que les taux d'intérêt restent bas. Donc ça induit un certain nombre de conséquences assez énormes. Ça induit de ne pas toucher à la banque. Ça induit de ne pas bouger la place de Paris, la place financière de Paris, de ne pas la déstabiliser par rapport à Londres. Et donc à chaque fois, ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent parce qu'il faut pouvoir continuer à emprunter pas cher et tellement pas. Et voilà. Et donc d'emblée, il y a plein de choix qui sont bloqués. Et ça me ramène à ma question de tout à l'heure sur la dissolution de la gauche, parce que dans ce livre, il y a aussi les déroutes électorales pendant ces 2 ans et demi. Les municipales, on ne peut pas l'oublier. Enfin, c'est une déroute historique. La gauche perd la quasi-totalité de ses villes sans en gagner une à part Avignon, je crois. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un personnel municipal socialiste qui concerne des centaines de gens, voire des milliers de gens. Ça, c'est même pas la base, comme on dit. Ce sont les élus. Ils vont tout d'un coup à Pôle emploi. Et il ne se passe rien, ça ne remonte pas. Cette fronde, justement. Disons, le Parti Socialiste est un parti d'élus, donc il faut regarder les chiffres précisément. Enfin, une grande partie des adhérents du Parti Socialiste, c'est à peu près la moitié, peut-être un peu plus, sont des élus. Au municipal, rien qu'au municipal, le Parti Socialiste, ils avaient 60 000 élus avant les municipales, ils en ont plus que 30 000. Donc, en termes de distribution de postes, de maillage du territoire et d'influence sur le terrain, c'est considérable et ça va continuer dans les semaines à venir. Alors la fronde, elle a eu lieu un petit peu, mais le seul problème, c'est qu'elle a eu lieu au Parlement. Le seul problème, c'est que face au président,
il concentre tous les pouvoirs. Donc en fait, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui... Et chroniquer le Parlement, c'est chroniquer cette impuissance, par exemple, puisque, en fait, à chaque fois, on peut organiser des réunions et on peut organiser des trucs pour se mettre d'accord, pour essayer de... Alors à 100, en effet, comme ils l'ont fait les députés de la majorité, ça commence à peser un petit peu, donc on en parle, évidemment. Mais finalement, aujourd'hui, on voit bien que cette fronde, elle est dans une impasse, parce qu'elle est dans une impasse institutionnelle, parce qu'ils ne peuvent plus continuer, parce que s'ils continuent, le gouvernement doit démissionner, c'est ce que ferait le Premier ministre, c'est pas une obligation, mais c'est ce qu'il menace de faire, et donc du coup, ils sont impuissants. Laurent. Moi, je trouve qu'il y a, un contraste terrible entre ce que je pointais tout à l'heure, cette envie de sursaut que le pays a manifesté, et puis le revisionnage du film qu'on a vu pendant 2 ans et demi, aussi bien la politique économique et sociale désespérante que on re-raconte il y a un point de vue qu'on redonne d'Edoui Plenel sur Valls, le regard qu'il a sur Valls au début. De quoi Valls est-il le nom? Souvenez-vous aussi, on vote, une partie du pays vote contre Sarkozy pour en finir avec l'hystérie, et dans l'hystérie, il y a aussi la xénophobie, la détestation de l'autre. On a passé sous Sarkozy des mois et des mois avec une obsession, les Roms, et vous vous souvenez, on se souvient tous, et on l'a chroniqué ici, de l'été 2012. C'est à nouveau dans la bouche de Manuel Valls, les Roms. Et donc je trouve que, il y a l'envie de dessiner un autre horizon quand on lit ce qui s'est passé. C'est le risque que la gauche, en tout cas que la gauche socialiste, soit en train de mourir, c'est pas seulement dans les urnes. Le risque de mort est multiforme dans les urnes, mais aussi du point de vue de la doctrine, de la pensée, la vision du monde. Et donc, voilà. Il y a un article de Mathieu qu'on a remis dans le livre, c'est justement les jeunes députés, ceux qui ont été juste élus en 2012, leur espoir, justement, comment est-ce qu'ils voudraient que le Parlement travaille, comment est-ce que... Donc, il y a, même si on voit la défaite à Limoges, la chronique qu'Antoine Perrault a fait de Limoges, on voit quand même qu'il y a toujours quand même des gens de bonne volonté, on va dire, qui ont envie que le Parlement travaille, que la municipalité s'occupe du centre social. Enfin, il y a quand même des gens encore sur le terrain qui sont pas désarmés complètement. Et c'est ça qui est, avec le moment d'aujourd'hui, qu'il faut réussir à retricoter. Mais alors justement, le moment d'aujourd'hui, Laurent le disait, c'est-à-dire qu'on voit bien, et vous les interviewez, que ce soit les parlementaires ou dans les cabinets, on voit bien qu'il y a des gens qui piaffent, entre guillemets, qui disent « Allez, maintenant il faut faire de la politique, vraiment ». Et en même temps, la loi Macron va passer comme sur un édredon. La question, c'est de savoir, à partir de maintenant, vu qu'en effet, un certain nombre de choses sont... des choses ont changé. Et on peut considérer que ce qui s'est passé, c'est probablement l'événement, on va dire, peut-être le plus important du quinquennat, et peut-être un tournant. Peut-être un tournant vers rien, mais peut-être un tournant. La question est de savoir avec quels outils idéologiques et politiques le gouvernement va répondre, le pouvoir va répondre. Est-ce qu'il répond, pour reprendre les mots de Laurent, avec les mots, les slogans, les armes de l'autre camp ? Ou est-ce qu'il tente de répondre avec des armes qui sont plutôt des armes idéologiques de la gauche, d'une gauche éventuellement moderne, puisque c'est ça que François Hollande veut incarner, mais au moins qui puise quelque chose de la gauche. Ce qui était, quand on regarde les mots quand même utilisés par François Hollande pendant 2 ans et demi, c'était vraiment l'effacement de la gauche, y compris dans les mots. Combien de papiers on a fait pour étudier ce vocabulaire qui n'était pas, par exemple, on nous parle de pacte de responsabilité, mais il y avait plein de mots qui ne sont pas vraiment des mots de gauche, ni le pacte, ni la responsabilité, c'est pas des mots qui sonnent naturellement comme ça dans le vocabulaire comme ça de la gauche. Donc on nous parle de charte parfois, il y a tout ça, tout un vocabulaire comme ça, et François Hollande n'a jamais remobilisé cet imaginaire de gauche qu'il avait pu mobiliser au moment de la campagne à certaines occasions comme le discours du Bourget. Il n'a jamais tenu à le mobiliser, tout simplement parce que probablement qu'il n'y croit pas beaucoup, probablement que c'est quelqu'un depuis des années, depuis des décennies même, de très pragmatique. Il pense que d'abord la question, une certaine façon de faire de la politique en respectant, avec une approche un peu social-libérale, comme ça fait longtemps que c'est son point de vue. Donc du coup, la question est de savoir maintenant quel mot il utilise.
pour la première fois, il y a quelques jours, François Hollande a parlé d'islamophobie. Il n'avait jamais voulu prononcer ce mot, en tout cas dans la période récente, depuis qu'il était au gouvernement. Et Manuel Valls lui-même ne prononce pas ce mot parce que ça lui pose des problèmes, ce mot. Il trouve que c'est un peu trop complaisant, quoi. Là, il l'a prononcé. Et en même temps, François Hollande, quand il fait un discours sur l'école en ce moment, il n'annonce pas, comme il l'a fait avec la police ou le renseignement, beaucoup plus de moyens. Il nous parle pendant assez longtemps. Il faut écouter le discours de ces derniers jours. C'est du respect du maître, de l'autorité, etc., qui sont probablement importants, mais qui ne peuvent pas juste résoudre les problèmes qui se posent à l'école. Mais c'est pour ça, Mathieu, qu'on a toujours l'impression d'un discours paradoxal, voire même contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on va en parler toute la soirée, mais il y a un gamin qui déconne, qui dit ils ont eu raison, etc. Il se retrouve en garde à vue. Pour apologie du terrorisme. Pour apologie du terrorisme, il a 14 ou 15 ans. On se dit, bon là, on est complètement chez les fous. Et en même temps, Manuel Valls prononce des termes comme apartheid social, apartheid territorial, qu'il avait peut-être déjà prononcé, mais il n'était pas Premier ministre. Donc ces mots n'ont pas de sens. Et d'ailleurs, c'est sur ces mots-là que la droite et Nicolas Sarkozy, le premier, attaquent en disant c'est une faute, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que c'est l'apartheid? Il faut le regarder, on ne prononce pas ces mots-là. Est-ce que c'est tout d'un coup un lexique de gauche, disons, qui revient dans leur bouche, et qu'est-ce que ça signifie? J'en ai parlé, il y a une discussion en fait au sein du PS sur le mot apartheid. Certains disent c'est une connerie sans nom, on ne parle pas comme ça, etc. D'autant plus c'est l'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec notre situation, etc. Et d'autres disent, y compris même de la gauche du PS, disent finalement, en fait, ça met des mots sur les immenses fractures à l'intérieur de notre société, et même si c'est un mot très fort, au moins ça dit les choses. Et ça veut dire que l'État, en croyant produire des politiques qui aidaient à la mixité sociale et qui aidaient à aider les quartiers populaires, a fait strictement le contraire et a créé des ghettos. Donc certains qui sont des gens sur le terrain disent c'est très bien, au moins on dit les choses. Sauf que quand on utilise ces mots maintenant, c'est absolument énorme l'effort qu'il faut produire pour réduire cet apartheid. On ne peut pas juste, quand on dirige un gouvernement, constater qu'il y a un apartheid et ne rien faire pour le résoudre. Parce que dans ce cas-là, on est vraiment dans... ça veut dire qu'on l'entérine. Donc finalement, en faisant ça, Manuel Valls, ça a quand même... là, c'est un mot très fort, et s'il n'est pas suivi des faits, ce sera à nouveau des déceptions dont on a parlé. Un mot de conclusion. En référence à cette question, ça me faisait penser au discours qui avait été formidable de Chirac au soir du second tour de l'élection présidentielle de 2002. Cette victoire m'oblige. Il parlait dans une configuration politique spectaculaire qui était sa victoire face à Le Pen, le père. C'était le père, oui. On pourrait penser que les événements formidables qu'on a vécus pourraient l'inciter à dire la même chose. Cette victoire m'oblige. Comment? Parce qu'évidemment, quand il y a une crise aussi terrible que celle que nous avons traversée, il y a deux façons d'en sortir. Soit par le haut, comment offrir un espoir à ce pays, comment répondre à ces soucis d'égalité de tous les points de vue, social, sociétal, économique. Ou alors, il y a malheureusement toujours possible une sortie par le bas. Et donc, c'est vrai que je me dis que c'est un peu comme la campagne présidentielle. C'est vrai que le discours de Hollande était ambivalent, ambigu. Il y avait l'espoir. Puis en même temps, il y avait ce que dit Mathieu. Il y avait les petites phrases sur l'austérité budgétaire. Attention, les 3%. Oui. Et là, on a entendu dans les jours récents un peu les mêmes propos ambigus. Il y a ce discours contre l'islamophobie qui fait chaud au cœur. Enfin, un chef de l'État dit ce qu'on a envie d'entendre, défend les valeurs d'égalité républicaine, quelles que soient les origines des gens. Puis en même temps, il y a une autre petite musique détestable qui est « Allez, profitons-en, refaisons les réformes structurelles, réformons, sous-entendu, poursuivons cette politique néolibérale ». Et donc, c'est de cette contradiction-là qu'on saura si c'est un horizon meilleur qui se dessine ou bien la gauche continuera de s'enfoncer. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc ce livre qui est sorti aujourd'hui même chez Don Quichotte, Qu'ont-ils fait de nos espoirs, faits et gestes de la présidence Hollande, décryptage au jour le jour d'un stupéfiant reniement par toute la rédaction de Mediapart. On se retrouve dans un petit peu moins d'un quart d'heure avec Joseph Confavreux à côté de moi. Nous parlerons de l'Irak, de la Syrie, des filières du djihad français avec un journaliste, il s'appelle David Thompson, et avec un chercheur spécialiste de l'Irak, Pierre-Jean Luizard. À tout de suite.